Le principal message pour moi, c'est qu'une ville, elle reflète ce que veulent les gens qui vont y habiter, la façon dont ils vont y vivre et surtout la façon dont elle est le reflet de leurs aspirations. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la population mondiale depuis 20 ans. C'est la révolution numérique et digitale, c'est l'attention à l'environnement, c'est la responsabilité individuelle citoyenne sur un certain nombre de questions qui auparavant n'étaient prises en charge que par le collectif ou par les États. Et donc cette révolution-là, il faut qu'elle existe dans la ville aussi. Or, on construit encore des villes sur des principes qui sont ceux de la vie d'avant, du monde d'avant. Et donc ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le primat, ou plutôt la prépondérance des usages sur la propriété, je parle souvent du contenu plutôt que du contenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille et non pas la bouteille elle-même, c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, les vélos, les gens ne les possèdent plus, ils les utilisent. Les voitures demain, vous verrez, c'est la même chose. Il se peut que après-demain, le logement ou le bureau, et on le voit d'ailleurs sur les bureaux partagés, on arrive en plug, le bureau ne soit plus que pour une valeur d'usage comme le logement demain. Et donc par conséquent, ça, il faut qu'on ne soit pas empêché de le faire à cause de normes qui ont été conçues dans un monde d'avant, et souvent dans une sorte de silo, de tuyau d'orgue, où chacun voyait son intérêt, chaque groupe, les médecins avaient leur raison d'avoir un code de la santé très protecteur, ceci, cela. Tout ça est très bien, mais à la fin, quand il faut faire quelque chose qui convainc les jeunes générations qu'on construit la ville pour eux, il faut bien à un moment décloisonner. Donc construire la ville hybride, tenir compte de ce que les gens veulent en termes d'usage de la ville, faire en sorte que le statut des différentes fonctionnalités de la ville, par exemple, aujourd'hui, il y a des statuts espace public et des statuts espace privé. Dans les espaces privés, vous avez des réglementations, par exemple sur les établissements recevant du public. On considère qu'un espace ouvert peut être un espace recevant du public, alors que les espaces publics ne sont pas des ERP. Et bien, on a de plus en plus de la privatisation des espaces publics, c'est-à-dire que, pour des raisons de sécurité souvent d'ailleurs, de surveillance, de propreté, on confie à des privés des espaces qui pourtant sont ouverts au public. Quel est leur statut ? Il faut qu'on arrive à faire sauter la séparation beaucoup trop étanche entre les deux statuts, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est que nous qui avons la chance, établissement public d'État, d'avoir une certaine longueur, une certaine capacité à être des précurseurs sans avoir le risque des privés, qui travaillons dans le cadre des opérations d'intérêt national où c'est l'État qui attribue les permis de construire, ou en tout cas quand les maires le font, c'est au nom de l'État. Nous expérimentions ce décloisonnement que des privés ne pourront pas faire parce qu'ils n'ont pas d'abord la compétence régalienne et deuxièmement parce que les risques ne sont pas négligeables. Si les impacts se révèlent être catastrophiques, c'est l'établissement public qui en portera la responsabilité parce qu'il a affirmé qu'il n'y avait aucun impact. Donc il faudra que nous portions cette responsabilité. Mais c'est bien à nous de défricher et tout ça est fait pour, à terme, permettre à l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour de l'urbanisme et de la ville de s'approprier ce décloisonnement et de faire en sorte qu'on ait une souplesse qui existe pratiquement partout ailleurs dans le monde, une souplesse nouvelle pour construire des villes beaucoup plus évolutives qu'elles ne le sont aujourd'hui.